Nous sommes jeudi 21 décembre 2023 et c'est l'heure du tribunal de l'actualité. Auditeurs, auditrices de la radio ATFM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la quatrième et avant-dernière convocation du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges au Favaha, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Bouma, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, juge Vaha, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Et pour cette quatrième audience, le tribunal de l'actualité a retenu 3 sujets pour vous. En première partie d'émission, il sera question de l'interdiction de l'exportation de céréales par le gouvernement burkinabé. En seconde partie d'émission, il sera question de la crise au sein de la Fédération burkinabé de football avec les fondeurs qui exigent toujours la démission du président. Et enfin, en dernière partie d'émission, il sera question des élections en République démocratique du Congo où 18 candidats sont en lice contre Félix Tshisekedi. Et voici donc le menu de cette quatrième audience du tribunal de l'actualité que je déclare ouverte avec l'étape des avant-propos. Juge Ben Abougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Ce qui retient notre attention, c'est la déclaration que le gouvernement a faite sur certains sites déclarés patrimoine national. C'est une très bonne initiative. Quand je me rends compte que nous nous battons pour être reconnus à l'international, pour être reconnus comme inscrits au patrimoine de l'UNESCO, comme inscrits à tel patrimoine, comme à tel patrimoine, alors que d'abord au plan national, on n'a rien fait pour ces sites-là. Souvent, c'est délaissé. C'est quand on veut les inscrire qu'on court, nettoyer, et puis bon, après, c'est compliqué. Donc, c'est la déclaration de site de patrimoine national, ça pourra donner une envergure à ces sites-là, ça pourra permettre la protection et parfois même, comme on appelle ça dans le langage architectural, j'ai oublié ce que j'ai dit, c'est-à-dire qu'on pourrait renouveler, voilà. C'est-à-dire on renouveler en respectant ce qui est donné comme organisme architectural et tout, pour garder les lieux tels que c'était au départ. Mais vous voyez, effectivement, vous allez dans certains sites, bon, c'est un peu délabré parce que personne ne s'en occupe. Il y en a qui ont érigé leur palais ou bien qui ont construit, qui ne sont plus là, mais il n'y a personne qui s'en occupe. Ça devient un repère d'autre chose. Alors que si c'est déclaré patrimoine national, ça permettra de donner un autre visage, de renouveler, de permettre que cela puisse contribuer d'ailleurs à renforcer les éléments du tourisme interne, parce qu'on pourra faire de la promotion autour de cela et dire ce qu'il y a de particulier sur ce site-là. Et au Burkina, il y en a à l'appel. Donc, déclarer ce site-là patrimoine national, je pense que c'est une très bonne initiative. C'est quand ça a été déclaré qu'on se rend compte que c'était pas fait. On dit, mais pourquoi? Donc là, il y a un pas qui est gagné dans le domaine de la culture. Et quand on regarde sur ces sites-là, il y en a aussi qui sont des sites religieux, soit des temples, soit des mosquées, tout et tout, mais il y a des sites religieux. Donc il y en a qui n'arrivent pas à comprendre, oui, mais c'est ça. Puisque, pourquoi quand vous demandez à ceux qui font les pèlerinages, qui vont à la Mecque ou qui vont à Jérusalem, le ministère de la Culture est associé, il y a du tourisme là-dedans. Il y a, en même temps que les gens partent pour renforcer leur foi, mais il y a un aspect, il y a une dimension touristique là-dedans. Parce qu'il y a la chaîne hôtelière, il y a la chaîne de restauration, et même il y a visite des lieux. Ce n'est pas forcément que monsieur ou madame part pour prier, c'est pour visiter. Prendre des photos, faire des selfies et dire j'ai visité telle grande mosquée, j'ai visité telle église, j'ai visité tel lieu saint. Donc il y a un aspect touristique là-dedans. Donc même ce n'est pas étonnant qu'on ait des sites religieux, voilà, parce qu'il y a cette dimension. Voilà, demander à ce que, avant l'incendie, c'est que Notre-Dame de Paris apportait à la France. Les grandes mosquées qui sont de l'autre côté de l'Arabie Saoudite, la mosquée de Jérusalem, le mur de lamentation, ce que ça porte comme subside. Parce que derrière, il y a toute une économie qui se développe avec des ventes d'objets de piété, avec des ceci, avec de cela et tout. Même la basilique de Yamoussoukro à côté, allez-y. Il y a toute une économie qui se développe autour.
Le pèlerinage à la Mecque, c'est une vraie chaîne économique. Il y a même ce qu'on appelle les frais saoudiens. Si vous ne payez pas ça, même votre préinscription ne peut pas être faite. Il y a les frais saoudiens, ce qu'on appelle les frais saoudiens, c'est clair. Vous casquez ça d'abord. Donc, parce que vous allez loger, on va vous transporter et tout, il y a l'assurance soins, c'est clair, là, ces choses-là sont déjà calées. Et ça relève du ministère comment on appelle ça, du tourisme. Donc, en tout cas, mais bravo d'y avoir pensé. Maintenant, ce qu'on espère, c'est le donner à certains leur lusso d'antan. Et ça aussi, c'est possible. Voilà, donc, c'est ce que j'avais comme avant-propos. Juge Fava, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est la liste de Hubert Velud. On va parler, c'est vrai, un peu de notre football, mais on a cette liste-là qui est tombée mercredi, liste de 27. Et quand on regarde là-dedans, bon, il y a beaucoup de supputations, hein. Ça c'est normal à chaque fois qu'il y a des listes qui sont données. Pour certains, bon, on ne voit pas la chance qui est donnée aux nationaux. Mais comment ça va être possible lorsqu'on a un championnat qui depuis quelques temps est non seulement avant d'être en dents d'ici est maintenant arrêté. Donc je pense qu'il y a beaucoup de problèmes. Et puis bon, c'est un Velud qui dit avoir fait ses choix en toute connaissance de cause et qu'il connaît chacun des joueurs qu'il a choisi. Mais dans tous les cas, on verra à partir de janvier là, ce que cela va donner. Lui-même dit que si on arrive à sortir de la phase de poule, on aura toutes nos chances. Mais c'est clair qu'il va d'abord falloir en sortir. Maintenant à l'intérieur, on voit qu'il a quand même mis 4 gardiens. Bon, pour beaucoup quand on regarde, c'est un peu trop parce que quand vous regardez du début, même si on va jusqu'à la finale, c'est 7 matchs en gros. 7 matchs, 4 gardiens. Bon, il dit que c'est pour, en tout cas, se rassurer sur toute la durée. Bon, 4 gardiens pour 7 matchs, franchement, je trouve que c'est vraiment un peu trop. Maintenant, pour le reste, il y a certains qui regrettent des absences, mais on ne peut faire autrement quand des joueurs sont blessés. Quand vous prenez Lassina Traoré, vous prenez Cyril Bayala, ils sont blessés, donc c'est compliqué. Pour ce qui est de Bertrand Traoré, on a l'espoir en tout cas qu'il reviendra en forme, parce qu'on dit que du côté de Aston Villa, il a repris les efforts athlétiques. Donc sûrement que la CAN évoluant, c'est quelqu'un qui pourra revenir. Et je pense que sur un plateau européen, son frère a aussi confirmé cela. On espère qu'on aura une belle CAN. Le dernier débat encore, c'est pourquoi est-ce que c'est jusqu'à Dubaï là-bas qu'on va faire les préparatifs, alors que bon, les gens oublient aussi que la CAN passée, c'était bien là-bas qu'on allait se préparer. On a 2 matchs à jouer un peu avant. Je pense qu'il y a la RDC qui est au moins le match su. Il y a un autre match qui sera fait. On espère en tout cas que pour ce qui est de ces étalons-là, les préparatifs se fassent très bien et que quand ils descendent à Abidjan en janvier, ça sera pour nous donner comme le meilleur. Et puis moi je trouve aussi que c'est pas mauvais qu'il soit un peu loin d'ici, avec ce que les messieurs de notre football là sont en train de nous montrer ici, se déchirer. Si c'est dans cette atmosphère, ils vont venir s'entraîner. Moi je vois pas ce que ça va donner, si ce n'est que mettre dans le fruit encore le verre qu'ils ont là-bas. Donc je pense que c'est une bonne décision et moi je la regarde telle qu'elle. On parlera justement de sport avec cette crise en seconde partie d'émission, mais pour ce qui est du premier sujet enrôlé, le gouvernement burkinabé, à travers un communiqué, a annoncé l'interdiction d'exportation des céréales sur toute l'étendue du territoire. Déjà sur la question, juge Bernard Bougma, quelle a été votre appréciation par rapport à une telle décision à laquelle on ne s'attendait peut-être pas? Je vais vous surprendre, mais la question que je me suis posée, c'est est-ce que la précédente suspension avait été levée? Parce que chaque saison on suspend. Moi je ne savais même pas que ça a été levé, sincèrement. Parce qu'entre-temps, il y a eu la traque de ceux qui se cachaient d'ailleurs pour aller vendre. Il y en a qui ont été interpellés. Donc quand j'ai vu le communiqué, bon, j'ai dit, donc la précédente avait été levée. Parce que je n'ai pas vu. On voit le communiqué de suspension, mais le communiqué de levée de suspension, on ne voit pas. Et donc, je ne savais même pas, pour dire vrai, que la précédente suspension avait été levée. Mais c'est une mesure conservatrice qui avait été prise il y a quand même quelques années. À chaque année, on renouvelle pour pouvoir protéger, compte tenu du fait de la situation, le plan local, quoi. Voilà. Donc on interdit cela parce qu'on a des défis à relever sur le plan
de l'autosuffisance alimentaire. Non, pardon, de la sécurité alimentaire. Nous parlons pour le moment de sécurité alimentaire. Donc on ne parle pas au stade de l'autosuffisance alimentaire. Donc pour des raisons de sécurité alimentaire, donc on suspend les exportations de ces céréales-là. Mais comme je l'ai dit, c'est suspendu. On ne saura pas quand est-ce que la suspension était jusqu'au prochain numéro de suspension. Bon, si c'est un rappel que c'est suspendu, bon voilà. Donc c'est comme les pétards. Hein. Nous sommes le combien? Nous sommes aujourd'hui au 21. Peut-être que c'est le 27 ou 28 que le communiqué encore du ministère du Commerce. Là. Il y a un communiqué, la CONI, qu'on modifie chaque année, va sortir pour rappeler que les dynamites, pour ne pas dire voilà, les pétards et tout, sont l'importation, la commercialisation, l'exploit, l'utilisation, c'est interdit. Alors qu'on savait que à la période des fêtes, ça vient. Et chaque année, on sort de communiqué. Mais bon, on dit on fait quelques contrôles inopinés, puis bon, ça s'arrête là. Alors qu'il fallait faire un travail avant. Puisque ça rentre pratiquement 6 mois avant les fêtes. Hein. Ça commence à venir 4 mois avant. Chez les grossistes, les détaillants commencent à prendre petit à petit, les demi-grossistes, pardon. Après, les détaillants commencent, et puis maintenant, l'enfant s'en va la veille de la fête pour aller récupérer. Mais le stock, lui, il est déjà là depuis. Donc, avant la fête, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça n'entre pas? Donc, de mon point de vue, la répression de ces choses-là devrait commencer le lendemain de la fête. Commence à prendre des mesures pour ceux qui ont déjà des stocks, comment ils écoulent. Bon. Donc, pour se communiquer, c'est la même chose. Effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui, les communiqués de suspension de l'exportation de ces céréales-là. C'est une bonne chose, du moment où ça permet de la sécurité, ça permet de sécuriser sur le plan alimentaire. Ça participe également de pouvoir rationaliser, et puis bon, en fonction des besoins. Parce que quand vous sortez, vous vendez cher. Voilà. Donc, il y a quelqu'un qui se fait des chiffres, qui se fait de l'argent, mais en même temps, sur le plan local, parce que ça joue sur le prix. Vous êtes un producteur, moi je viens payer vos céréales, j'ai dit bon voilà, je paye à temps, vous me vendez, et après le cultivateur lui-même il a une insécurité alimentaire, et puis le coût flambe. Il y en a qui ont le malin plaisir de payer pendant la récolte, qui stockent. Et quand on entre maintenant dans une zone de turbulence, dans une zone de stress alimentaire, il sort, il vend plus cher. Il se fait des chiffres sur le dos des pauvres populations. Mais bon, c'est ça aussi. Parce que c'est aussi la loi du commerce, c'est la loi du mercantilisme. Donc je pense que le communiqué est pris certainement pour endiguer et permettre qu'on puisse avoir une sécurité alimentaire. C'est comme ça que j'ai lu ça. D'accord. Je Fava, ce communiqué qui annonce l'interdiction de l'exportation de céréales sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que vous comprenez les motivations d'une telle décision? Mais je ne sais pas comment ne pas comprendre si le Burkina aujourd'hui est dans une situation de gestion des besoins humanitaires qui s'oppose avec acuité. On a un nombre de déplacés internes, c'est vrai, sur lesquels on ne communique plus, mais les derniers qu'on avait en début d'année, on frôlait les 2 millions. C'est des personnes dont on doit s'occuper. On voit la période qui est en train de venir avec ses besoins. C'est clair que l'autorité en a aussi, elle aussi en a conscience. Et donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que on vendrait lorsque on n'arrive même pas, pour certains Burkinabés, à assurer le minimum. Donc je crois que c'est pour cela aussi que les autorisations d'exporter pour ce qui est de ces produits-là a été suspendu. Donc il y a une interdiction d'exporter. Il faut se rappeler que même en 2022, je pense qu'il y a eu aussi cette même interdiction-là dans la période de, c'était février, mais avant, oui, dans la période de février, ils ont parlé d'un certain nombre de, je sais pas, 1000 sorgho, ils ont cité un certain nombre. Et puis en mars, il y a une autre interdiction qui est venue, mais qui était beaucoup plus large sur les céréales de façon générale. Mais c'est-à-dire qu'on a des moments de besoin qui atteignent des pics tels qu'il faut s'assumer et de dire, bon, on ne va pas continuer de vendre alors que nous-mêmes n'arrivons pas à combler les besoins de nos populations. Donc ça, c'est une réalité. Et puis, vous savez, le commerçant, c'est au plus offrant. Hein. S'il a la possibilité de transporter et aller vendre cher ailleurs, il le fera. Mais en même temps, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça diminue l'offre ici
pour nous. Et sur le marché, ça va augmenter encore les prix, ça devient bien compliqué. C'est ça aussi la réalité. Donc, il faut, parmi les mots choisis, le moins de mal, peut-être, c'est ce qui est en train d'être fait. Et puis, il faut être logique avec soi-même. Lorsque, par exemple, Dmitry Petrouchev, qui est le ministre russe de l'Agriculture, nous annonçait que le 17 novembre dernier, il y avait 2 grandes cargaisons qui quittaient son pays pour 2 pays africains. C'était 25 000 tonnes par chargement pour chacun. Les 2 destinations, c'est quoi? C'est Somalie et puis c'est Burkina Faso. Ça devrait venir, ils ont dit, fin novembre, début décembre, ils ont... Mais vous ne pouvez pas, en train de recevoir des céréales de la Russie, parce que ça ne va pas chez vous, et puis vous continuez d'en exporter pour en vendre. Est-ce que c'est logique? Donc, je pense qu'il y a toute cette réalité. Et ça, c'était issu des promesses faites par Vladimir Poutine lors de la rencontre de Pétersbourg, l'échange avec le président et les autres chefs d'État. Voilà, il avait promis ça à certains pays. Donc, c'est parce qu'ils savent les besoins et les problèmes dans lesquels ces pays-là sont. Donc, si vous recevez des céréales d'ailleurs parce que ça ne va pas et que vous en exportez, je ne sais pas comment est-ce que vous êtes logique avec vous-même. Donc pour moi c'est vraiment, comment dire cela, c'est un communiqué qui se comprend. C'est un communiqué qui, comme on l'a dit, c'est pas nouveau. Ça c'est un communiqué qui sort chaque année. Tout à l'heure, en termes de motivation, vous avez parlé de sécurité alimentaire. On sait que l'ambition pour le chef de l'État, c'est de parvenir à une autosuffisance alimentaire. Est-ce que ce type de décision n'entre pas justement dans ce cadre-là? C'est pas suffisant. Non. Ça peut contribuer, mais ce n'est pas suffisant. On a produit combien? Donc même avec le niveau de production, avec ou sans exportation, je ne pense pas qu'on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire avec ça. À la limite, la sécurité alimentaire, mais pas l'autosuffisance alimentaire. Donc ça peut contribuer, mais ça dépend aussi également de combien vous avez produit. Parce que si déjà on interdit de vendre, c'est parce que si on s'amuse, on va rentrer dans un stress alimentaire. Donc ça veut dire qu'on n'est pas loin de l'insécurité alimentaire. Donc dans ces conditions, on ne peut pas permettre de sortir. Donc ça veut dire que ça, au moins, on est dans des proportions. Ce qu'il y a, c'est comme la volonté, c'est effectivement de cultiver à grande échelle. Et lors de la rencontre avec le nouveau patron, le nouveau président du patronat, lui-même, il a pris l'engagement, effectivement, de s'engager sur 200 hectares, si je ne me trompe pas. Mais parce que, c'est quoi? Nous ne produisons pas assez. Et comme l'avait dit Laurent Badou à répétition, vous ne pouvez pas développer un pays avec de l'import-export. Vous exportez des matières premières et vous importez des produits finis, transformés. Ça vous revient plus cher, mais vous exportez moins cher. Et donc vous avez une balance commerciale suffisamment déficitaire chaque année. Donc nos imports-exports là, c'est quoi? Monsieur écrit import-export, mais il n'exporte rien même d'ailleurs. Il ne fait que de l'importation. De l'électroménager, les produits alimentaires, les produits de beauté, ceci ou cela, c'est la Chine, c'est Taïwan, c'est la Turquie, c'est l'Inde. Il raconte ses voyages, quand on est dans tel pays, on a allé, etc. Mais quand il revient, il n'exporte rien. Et quand il va exporter, c'est des matières premières, c'est pas transformé. Et ça va nous revenir d'ailleurs transformé. Dans le temps, le beurre de karité partait, et puis les noix de karité partaient et revenaient dans d'autres produits emballés dans des boîtes de produits cosmétiques. Maintenant, il y a une bonne transformation sur place et on a gagné en expérience en termes de transformation au niveau du beurre de qualité. Ça, c'est déjà bien. Donc, sur le plan local, il y a beaucoup d'entités qui produisent beaucoup de produits de beauté avec le beurre de karité et c'est bon. Mais là, il y a eu un travail fondamental qui a été fait. Donc, sur le plan de l'agriculture également, donc, alors qu'on paie des biscuits, il y a ceux qui sont dans la filière de la transformation agroalimentaire. Aujourd'hui, vous avez des biscuits avec le sorgho rouge, vous avez des biscuits avec du sésame, vous avez des biscuits avec. Pour certains, c'est bien raffiné, pour d'autres, c'est à l'étape vraiment début, c'est pas très bien raffiné, l'emballage n'est pas très ça, les dimensions ne sont pas forcément ça, mais j'ai dit c'est un début. Donc, alors que sur la base de nos produits, qu'on peut transformer jusqu'à ça, avoir des biscuits avec ça, de pain de singe, de vrais biscuits bien faits, bien emballés, bien jolis, qu'on peut également exporter. Mais on n'a pas ça.
Et donc, ça peut participer, mais pour le moment, ce n'est pas ça qui va faire l'autosuffisance alimentaire, non. Parce que l'autosuffisance alimentaire va demander un investissement conséquent. Va demander qu'on valorise le paysan. Regardez quand on veut dessiner un paysan. Qui veut aller dans le paysanat? C'est un monsieur qui est toujours en haillon, qui est sale. Donc, qui veut aller là-bas? Quand on présente un éleveur, c'est un monsieur qui est relativement propre, mais bon, mieux que le paysan, quoi. Mais c'est toujours le même accoutrement, pas enviable, il est en haillon, tout. Laissant croire que c'est quand tu n'as pas réussi ta vie que tu retournes à la terre. Donc, l'aspect image de révalorisation même de la terre, on ne l'a pas. On regarde la terre là comme en fait, c'est le dernier carré où on vient quand rien n'a marché. Est-ce qu'on n'est pas dans l'amorce de cette revalorisation avec l'initiative présidentielle pour l'agriculture, par exemple? Non, l'amorce a commencé même sous le président Thomas Sankara. Même Maurice avait fait un effort dans la production du riz. C'est vrai que ça n'a pas très bien pris avec les Chinois, avec la Chine, Taïwan, si ma mémoire est bonne. Mais Thomas Sankara avait véritablement donné un coup de fouet dans le domaine de l'agriculture en disant produisons ce que nous consommons, produisons sur place, transformons sur place et consommons sur place. C'est à peu près ce que le chef de l'État actuel a repris. Mais après Thomas Sankara, c'est fini. Mais on a mis beaucoup d'argent Sourou, Bagré, et j'en oublie, on a mis suffisamment beaucoup d'argent sans suivi. Taïwan est venu avec le projet riz pluvial. On a mis encore beaucoup d'argent. Pour quel résultat? Il y a eu des recherches dans le domaine du blé, ça chôme dans des placards. Donc, les efforts, les gouvernements successifs ont fait des efforts. Et le coup de fouet a été donné sous Blaise Compaoré à travers la loi sur le foncier, qui a permis que des gens qu'on puisse appeler, des gens de Burkinabé qu'on puisse les appeler agro-businessmen. On se rappelait, Tertus Zongo disait, la terre ne ment pas. Mais c'est fini, c'est au stade des déclarations. Le même gourou de la République, qui est colonel, qui est général, qui est ministre, qui est DG, fait tout pour avoir un lopin de terre qu'il appelle ferme. Il part, il prend un grand espace, il fait un titre foncier. Il y en a, il y a un mur, d'autres c'est du grillage, c'est clôturé. On fait donc des tracteurs pour les paysans burkinabés. Ils partent soulever, ils partent déposer là-bas, ils n'utilisent pas le tracteur pourri. Et puis après, ils prennent un enfant qu'ils paie à des petites sommes d'argent par mois. Et puis bon, après l'enfant lui-même il vend les poulets, et puis il disparaît. Et puis il veut s'appeler agro-businessman. Je suis désolé. Aujourd'hui, la conséquence également, c'est que ces terres-là sont là. Vous prenez les sorties de Ouagadougou. Ou bien allez parfois dans des zones reculées, à la zone de Sapouy. C'est un scandale. Koubri à côté. Vous regardez, c'est des grandes superficies, pas suffisamment exploitées. Il y en a qui sont allés, qui ont installé. Il y a de l'eau sur place, avec une alimentation plano-solaire. Il y a l'eau 24 heures sur 24, avec de l'éclairage. Mais la ferme ne marche pas. Monsieur n'aime pas la terre. Il a peur des serpents et des scorpions. Mais on lui a dit qu'il y a de l'argent dedans. Il compte sur des gens pour aller lutter contre les serpents et les scorpions pour lui donner. Lui-même, il n'aime pas. Il ne veut pas être là-bas. Alors que mon expérience, je partage avec vous. J'ai voulu me lancer dans ça. Le formateur a été clair, monsieur Bougma. Si vous n'avez pas 80% de votre temps, nous allons prendre votre argent, vous former. Ça ne va pas servir. Mais si vous allez avoir 80% de votre temps là-bas, je peux vous former. Mais c'est vous qui voyez. Si vous voulez mettre votre argent, mettez. Mais je ne suis pas fier de vous former pour que vous ne puissiez pas aller être utile. Actuellement, je n'ai pas 80% de mon temps pour m'occuper d'une ferme. J'ai mis ça en parenthèse, il faut être honnête. Mais il y en a qui sont allés, il a suivi la formation, mais il n'a pas le temps pour y aller. Il fait suivre un petit qui n'est même pas le travail. L'enfant a d'autres ambitions, il a d'autres objectifs. Ou bien tu prends un cousin pour venir, après le cousin, maman, il ne sait pas le cousin, c'est vous. Si vous voulez devenir un agro-businessman, portez l'habit de l'agro-businessman. Donc malheureusement ça n'a pas marché. Finalement ils sont devenus des spéculateurs fonciers. C'est la conséquence, où je vais en venir. Mais beaucoup sont devenus des spéculateurs fonciers. Quand on a lancé le projet comment on appelle ça, la voie de contournement, regardez les grands espaces qui ont été vendus. C'est un titre foncier de tel nombre d'hectares. Le monsieur rentre à l'intérieur, il parcelle, vous vend 240 mètres carrés, 300 mètres carrés à tel million, à tel temps. Et puis bon, c'est devenu un spéculateur foncier finalement, puisque il n'a pas pu viabiliser. Mais ça participait
de pouvoir activer pour qu'en quelques années, on puisse atteindre l'autosuffisance alimentaire. C'était une belle initiative, mais le politique n'a pas suivi ça. C'est resté lettre morte. Le capitaine Ibrahim Traoré est venu avec une autre façon également de faire, beaucoup plus du concret. Il a pris un champ, voilà, il dit bon, et puis il y a en tout cas une volonté qui est là. Reste à savoir si ça va aller jusqu'au bout. En tout cas, il y a des débuts rassurants. Mais si on ne va pas jusqu'au bout, on va tomber encore dans les mêmes travaux. On sera toujours en insécurité alimentaire permanente. Si on va rester au stade de discours courts. En tout cas, je fonde l'espoir, mais avec les anciennes politiques qui ont échoué, je suis dubitatif, mais je fonde l'espoir que cette fois-ci, vraiment, un coup de fouet qui va être donné. En tout cas, vous l'avez dit, il y a des débuts rassurants et on va être optimiste. Avec vous, juge Ofaba, on va passer au second sujet. Pour cette audience du tribunal de l'actualité, le bout du tunnel est encore loin pour le monde du football burkinabé. En effet, la crise qui perdurait depuis jusqu'à la date du 20 décembre, à la date d'hier, encore énième médiation qui n'a pas marché. Oui, mais bon, quand on regarde, on est très très mal à l'aise face à ce qui est en train de se passer, puisque les frondeurs aujourd'hui donnent l'impression plutôt que c'est un président de la fédération qui est jusqu'au boutiste. Moi, je ne sais pas, dans les postures là qui a évolué pour dire que quelqu'un est jusqu'au boutiste. Il y a quelqu'un qui a été élu. Maintenant, il peut avoir fait des erreurs. Et quand on n'est pas satisfait, je pense qu'on va le battre à la prochaine élection. Je pense que c'est aussi simple que ça. Maintenant, vous avez posé un certain nombre de revendications, de problèmes. On a vu ceux pécuniaires qui avaient été posés et tout. On a vu comment ça a été levé petit à petit avec l'intervention des uns et des autres. Mais le championnat n'a toujours pas repris. C'est ça la réalité. Et ceux qui disent que l'autre est jusqu'au boutiste, je me pose la question de savoir, est-ce qu'eux aussi regardent si leur posture ont avancé depuis? Parce que depuis, j'ai l'impression que c'est non, M. Bansé est dégagé. Et pour ce qui est d'obtenir ce départ-là, ils ont décidé de bloquer le championnat. Est-ce que leur position a évolué depuis? Malgré que du côté de la fédération, sur certains points, il y a eu une évolution dans la satisfaction de ce qui a été demandé. Donc, le jusqu'au boutiste ici, qui sait? Donc, on est dans une situation qui est vraiment compliquée. Et moi, je me pose la question de savoir si aussi on regarde la situation dans laquelle on met les joueurs. Quand on a reçu au JDS Journal dimanche soir tout ce que vous avez comme compartiment à l'intérieur, hein, on a reçu les syndicats des joueurs, on a reçu les arbitres, on a reçu comment on appelle cela, les entraîneurs. Tous sont en train de regarder ce que les présidents de clubs sont en train de faire. Ils attendent de voir comment ça va évoluer. Mais est-ce qu'eux pensent à tout ce personnel-là? Sachant qu'ils disent qu'ils ont des difficultés à les payer, et les retenues, ça impacte. Mais les difficultés, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis, comment dire cela, la saison passée, on a su plusieurs matchs qui n'ont pas pu qui ont failli ne pas se jouer, et certains même qui ont commencé en effectif non normal, parce que les joueurs étaient en train de bouder. Ça, c'est une vérité dans notre championnat. On connaît quels sont les clubs qui sont sérieux sur la question des salaires et ceux qui ne le sont pas. Donc, il y a cette réalité-là. Et tout ce monde-là est en train d'être embarqué dans cette guéguerre. Parce qu'aujourd'hui, je pense que peut-être pour certains, plus que jamais, il y a l'opportunité de débarquer le président de la fédération. Mais le sacrifice sous l'autel de quoi? Je pense que ça aussi, il y a peut-être un peu d'eau à mettre dans le vin. Moi, j'ai écouté aussi, vous vous rappelez le point de presse qui avait été fait il y a quelques semaines. Après que la médiation, même, il y a eu deux rounds de médiation. Après l'échec de la deuxième. La deuxième médiation, il y avait un doigt accusateur à l'endroit du ministre même, qui dans la question essaie de rapprocher les partis. On a vu encore les clubs qui disaient non, le ministre est partisan dans cette affaire. À la fin, qu'est-ce qu'on veut? Et puis moi, pour terminer, je me demande si aussi on a conscience du précédent qu'on veut créer ou de ce qu'on veut mettre comme peut-être possibilité. C'est-à-dire vous pouvez aller à des élections, vous êtes président de fédération, et puis après, si vous parvenez à avoir une quinzaine, une vingtaine de clubs acquis à une certaine cause, on peut bloquer les championnats jusqu'à ce que vous tombiez.
Parce que ce qu'on est en train de faire maintenant, ça, même si on a un président de fédération, un autre président de fédération qui sera élu et bien élu encore lors de prochaines élections, ça veut dire que ça sera possible. Le jour où ces clubs-là se mettent ensemble et arrivent à s'entendre pour dire qu'on n'est pas d'accord, on va faire tomber ce gars-là. Donc, ils arrêtent le championnat. Et puis, ça adviendra peut-être ce qui pourrait arriver aujourd'hui à ce qu'on est en train de demander à Bansé. Pour vous, c'est un précédent qu'il ne faut pas créer. Il ne faut pas créer cela. Si vous voulez le battre, attendez les élections, vous allez le battre. Ça ne va pas dépasser ça. Maintenant, la gestion de M. Bansé aussi n'est pas exempte de tout reproche. C'est ça aussi la réalité. Il a prêté le flanc à beaucoup de turpitudes au sein de notre fédération par sa façon de gérer, parce qu'il y avait beaucoup de clivages. Mais ça aussi, c'est parce que en interne, on sait comment M. Bansé est venu. On sait comment M. Bansé est venu. Comment est-ce que ça a été organisé pour qu'il soit aussi élu? Parce qu'on connaît ses soutiens d'hier, qui sont ses profondeurs d'aujourd'hui, qui ne sont pas aussi exempts de tout reproche dans ce qui est en train de se passer. C'est ça la réalité. C'est-à-dire qu'on a un football qui est en train d'être, piégé par des antagonismes qui ne dépassent pas quelques personnes. Et c'est un combat qui se fait par ricochet. Il ne faut pas, on va autopéser les mots. C'est une vérité dans notre football qui est en train de se passer. Mais je dis, dans tout ce qui est en train d'arriver, écoutez, si la gestion de M. Bansé n'est pas bonne, et puis on connaît les textes de la FIFA, comment les choses fonctionnent, soyez... Puisque d'ailleurs même ceux qui sont en train de faire le blocus aujourd'hui, là, sont ceux qui ont fait qu'il ait été élu. Ayez la patience, c'est dans moins de 8 mois. Ou bien peut-être que les gens ne veulent même se disent que bon, peut-être il faut les débarquer aujourd'hui pour l'équipe pour qu'ils ne puissent même pas candidater demain. Mais attendez. Mais curieusement, ils constituent la grande majorité tout de même, ces frondeurs. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que j'ai dit, mais c'est cette majorité. Il fallait une majorité pour installer Bansé. C'est eux, la majorité qui l'a installé là, qui aujourd'hui se retourne contre lui, peut-être parce qu'il ne fait pas ce qu'il voulait et tout. Mais j'ai dit attendez les élections pour régler les prochaines élections pour régler ce problème là. Parce qu'au départ, vous avez listé des points. Et lesquels points ont fait l'objet des médiations et la plupart ont été satisfaits. C'est quoi le problème encore? Et bon, je vais m'arrêter là pour que Bernard puisse... Juge Bougma, on vous sait très mal à l'aise quand il s'agit de parler de cette crise-là. Encore un échec de la médiation. Cette crise au sein de la Fédération burkinabé de football surpasse l'entendement même. Finalement, les frondeurs qui tiennent mordicus à la démission du président de la Fédération, qu'est-ce que vous en pensez de cette crise-là finalement? Je ne suis plus mal à l'aise. Je suis à l'aise même. Moi, je ne suis plus mal à l'aise. Le malaise, c'est parce qu'on préparait une CAN. On est toujours dans la préparation de cette Mais moi, je ne suis plus dans ça. Moi, je suis sur un... Peu importe le résultat, on y va. Moi, je suis... Non. J'ai dépassé ça. On est allé à la dernière CAN, là, d'ailleurs, divisé. La crise n'avait pas atteint ça. Ça n'allait pas. Ils ne se parlaient pas. Non, ça jouait sur l'équipe, oui. On est tout au plus à 2 mois de crise, un championnat national inexistant. Oh oui, mais c'est parti crescendo. Vous regardez là, vous êtes tombé. Non, on a chuté où là? Les germes de ce que nous vivons là, même là, se retrouvaient déjà dans l'élection de M. Bansé, dans sa candidature jusqu'à son élection. Les germes étaient déjà là. Du fait que si tu n'as pas pu faire acte de candidature, les germes de cette crise-là se retrouvaient déjà là. On ne les a pas réglés. On a fait avec. Il a été élu. On a continué à faire avec. Ils sont allés à la CAN divisée. J'ai dit qu'à la CAN, ils ne se parlaient pas. Le président est là, certains sont de l'autre côté. Le secrétaire exécutif. Le bureau exécutif, ils ne se parlaient même pas. Ça n'adressait pas la parole. C'est dans ces conditions que nous allons jouer. Quand on est revenu pour débarquer Malo, c'était dans quelles conditions? Demandez aux autres membres. Pour que Velu soit recruté, pour le gouvernement qui doit casquer l'argent, comment est-ce que ça a été opéré? Non, il y a tout ça. Donc, en fait, je ne suis pas étonné. Il y avait un malaise, oui, parce que les étalons se préparaient à la CAN. Mais moi, je ne vais pas rester dans un malaise éternel pour prendre des problèmes. Parce que vous savez que les questions émotionnelles induisent des maladies physiques. Je ne vais pas porter ça. Depuis que j'ai connu ces choses-là, moi, il y a des choses avec lesquelles moi, je ne m'embarrasse pas. Je ne suis pas dans l'émotionnel par rapport à cette affaire. Il faut régler de 2 choses l'une. Il faut le régler et il faut le régler. L'avant-dernière médiation qui a échoué, j'avais dit sur ce plateau que si j'avais la possibilité de dire au médiateur de ne pas se fatiguer, j'allais lui dire. Ce n'est pas la peine d'y aller, ça ne va pas marcher. Ça n'a pas marché.
Et je ne sais pas encore, il est venu cette fois-ci avec quel autre argument pour tenter. Parce que quand ils sont sortis, ils ont dit, bon, décision a été prise, le championnat va être lancé. Ceux qui ne viendront pas auront des points à moins. Est-ce qu'on a pu? Est-ce qu'on a pu? Il ne suffit pas de menacer, c'est de pouvoir mettre la menace à exécution. C'est ça aussi le leader. Trouver des solutions. Mais ne pas s'enliser. En ce moment, vous faites preuve de leadership. Et M. Bansé, avec tout son bureau sur cette crise-là, n'a pas pu prouver que avec ou sans les frondeurs, le championnat burkinabé peut continuer. Donc, lui et toute son équipe nous font douter de la capacité, de la qualité de leur leadership. Et ça, c'est des faits. C'est des faits. Ça veut dire que vous n'arrivez pas à gérer ça. Il y a un problème. Mais c'est pas cette crise, c'est allé crescendo. Il y a des petites choses qui sont allées jusqu'au déclenchement de la crise. Donc, il ne faut pas regarder la crise actuelle. Parce que quand vous faites un plongeon dans l'histoire, dans cette histoire récente de cette équipe de Fédé là, naturellement, vous arrivez à la conclusion que la machine là va être grippée à un moment donné. On est dans ça. Maintenant, la question, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai dit de deux choses l'une. Sur le plan démocratique, au niveau du fonctionnement de la démocratie démocratique de la Fédé, il y a des mécanismes internes qui permettent qu'à défaut qu'il assume en tirant les conséquences de lui-même, qu'on le débarque et continue à une autre chose. Non, j'arrive. L'autre mécanisme aussi, s'il n'y en a pas, et que c'est des élections qu'il doit partager, ok, on dit bon, ok, comme on ne peut pas, on va aller jusqu'aux élections, quitte à ce qu'un candidat le batte. Il peut aussi ne pas être battu. C'est en ce moment qu'une solution peut arriver. On dit, si le politique s'ingère, la FIFA va venir nous redresser, ça va prendre des années, quoi. Entre le redressement de la FIFA, ça peut prendre combien d'années? Si je fais un calcul, si par exemple ça doit faire 3 mois, 3 ans. 3 ans. Si la FIFA rentre dans cette affaire, puis ça doit faire 3 ans, pourquoi on a une fédération à la hauteur des enjeux? Entre cette fédération, qui va par exemple faire, s'il faut aller encore dans 8 mois, faire les élections, si M. Bansé gagne encore un mandat de combien de temps, qui va être également un mandat de crise, ça il ne faut pas rêver. Il n'aura pas un deuxième mandat tranquille. C'est parti pour ça. Quand vous regardez les protagonistes, il n'aura pas un deuxième mandat. S'il fait un deuxième mandat, il n'aura pas un deuxième mandat tranquille. Donc on est parti pour quoi? 5-6 ans dans une crise. Alors que c'est avec la FIFA, c'est moins que ça. Nous, aujourd'hui, nous sommes arrivés à un carrefour où il faut réellement avoir le courage de se dire on a un problème. Quelle est la meilleure thérapie? On adopte et on passe à autre chose. Sinon, notre modèle de football, je répète, le système étant en même temps un système d'arnaque, fait qu'on n'est pas à la hauteur des enjeux. Qui construit les stades? Qui finance qui paie les salaires des joueurs? Qui paie le salaire de qu'on appelle, c'est de l'entraîneur? Il n'a pas ce mot à dire, c'est le gouvernement. Nous au début, autour de cette table-là, nous pouvons nous cotiser, payer les condiments, vous donner, et puis dire que nous n'avons pas le droit de juger la qualité de la sauce. Nous avons payé les condiments. On est même allé jusqu'à payer la marmite. Payer le bois de chauffe. Vous dites non, mais la qualité de la soupe, là, vous n'avez rien à voir, c'est ma soupe. Hey, il y a un problème. Et nous sommes dans ça. Donc on a besoin de fédérations qui soient à la hauteur des enjeux, qui peuvent se lever, aller mobiliser des sous pour venir également pour un certain nombre de... Moi, en tout cas, moi c'est comme ça que je vois les choses. Si on dit le football c'est du business, c'est comme ça moi je vois les choses. Mais l'autre réalité de cette crise, c'est qu'on a un président qui dispose d'une légitimité, un président qui a été élu, un président qui est presque en fin de mandat, tout au bas mot 5 mois pour qu'il soit en fin de mandat, des frondeurs qui exigent, qui tiennent mordicus, qui bloquent un championnat pendant près de 2 mois. Est-ce qu'il ne faut pas finalement attendre qu'il finisse son mandat, quand on voit qu'il est tout au plus à 4-5 mois de terminer ce mandat, lorsqu'on est en train de préparer des échéances comme la Coupe d'Afrique des Nations? Non, vous ne m'avez pas bien écouté. Moi, j'ai donné 3 solutions. Ça, c'est seulement mes propositions de solutions. Où il termine son mandat, où il est débarqué, où le politique rentre là-dedans et puis la FIFA arrive. Parce qu'il y a le précédent. Moi, je suis à l'aise avec le juge Geoffroy. Le précédent, c'est que même un prochain président pourrait être destitué de la même façon s'il ne dispose pas un peu de l'accompagnement de ces frondeurs qui se seraient créés. C'est pourquoi moi, je plaide pour que dans le fonctionnement des associations ou au sommet des États, il y ait un mécanisme clair, un mécanisme démocratique clair, pour qu'en cas de manquement, on puisse constater dûment et enclencher ces mécanismes pour qu'on puisse vous dire au revoir, sans animosité, ni haine, ni coup fourré. Quand le président américain a déconné, dans l'affaire Monica Lewinsky, c'est le vote qui l'a sauvé, c'est un mécanisme démocratique. L'affaire est passée au vote, on dit, bon, si vous voulez qu'il reste,
levez la main. Si vous voulez qu'ils partent, levez la main. Ils ont voté. Le oui l'a emporté. Oui, monsieur le président reste. Et puis il est resté. Ça, c'est et puis tout le monde se plie maintenant à cette volonté démocratique, à quoi on appelle ça, à ce dictat, oui, appelons le dictat démocratique qui s'est imposé maintenant à ceux qui ont perdu. Mais ils n'ont pas, quand c'est fini, c'est fini. Ils n'ont plus passé aussi leur temps à dire il faut démissionner. Non, ça a été arbitré. Chez nous, c'est pareil. Au sommet de l'État, quand un président déconne chez nous, on a quel mécanisme pour lui dire de tirer les conséquences? On n'en a pas. La rue s'invite ou l'armée s'invite. D'ailleurs, le pays est en transition, monsieur. Notre pays est en transition. Blaise Compaoré, dans cette affaire d'article 37, il avait la légitimité. Vrai ou faux? Il avait la légitimité. Il a tout fait pour que cette légitimité qu'il considère arrimée à la légalité, non pardon, il avait la légalité avec lui, pas la légitimité. Il avait la légalité. Mais pour que force reste à la loi, Blaise a tout fait pour que force reste à la loi. Ça n'a pas marché. Même les députés ont été logés pour que force reste à la loi. Ça n'a pas marché. La police, l'armée a été... Pour l'occasion, on a eu un véhicule qui crache de l'eau chaude. Ça n'a pas marché. Pourquoi? Mais il n'y a pas ces mécanismes de... C'est comme si on n'en voulait même pas d'ailleurs. Donc aujourd'hui, c'est vrai. Vous parlez, il a cette légitimité. Il y a une fronde qui est là. Est-ce qu'on va continuer de faire semblant? Il y a une date pour les élections. C'est dans quelques mois. C'est pourquoi j'ai dit, il y a tout. Donc, ça, c'est moi mes propositions de solution. 3. Où il y a des mécanismes qui permettent. Où vous attendez les élections, vous suscitez une vraie candidature pour le battre à plate couture. Parce que c'est pas sûr que M. Bansé ne va pas candidater. Et puis, le politique, c'est comme dans certains pays. Il y a eu des pays où le politique a sifflé la fin du match. La FIFA s'est invitée. Mais on va faire comment? Pour pouvoir revenir encore plus fort. Donc, je dis, on a un choix à faire. Mais quel que soit le choix qui est fait, moi, je n'ai pas un parti pour le choix. Moi, je veux un football burkinabé qui nous fasse gagner, qui fasse en sorte qu'on n'ait pas de problème. Voyez-vous, les champions actuellement, là, c'est ceux qui vont à Solo. Fabrice Zango, Marthe Kwala, Iron Bibi, le jeune taekwondo, qui a même rapporté une médaille historique en Allemagne, tout récemment, le Faisal Sawadogo. Maintenant, ces gens-là, sur qui on met plus d'argent. Bon, voilà Paul Domont avec le Tour du façon, nos étalons cyclistes nous ont donné encore de la joie, de la ferveur. Mais ces messieurs-là, quand vous prenez le sport, qui prend plus d'argent au Burkina? Qui prend plus d'argent? Et puis on a plus de problèmes là-bas. Là-bas, notre étoile a de la peine à briller. Et s'il faut mettre l'accent même sur les autres, et puis en attendant de réorganiser ces problèmes et puis avancer. C'est le sport, ouais, ça suscite de la passion. C'est pourquoi quand vous parlez de football, c'est passionnant, c'est normal. Le football, c'est de la passion. Il y a beaucoup d'argent autour, il y a beaucoup d'intérêt et même politique derrière. Donc il y a tout un arsenal d'intérêt derrière. Je comprends. Mais après, nous n'allons pas laisser notre football être l'otage de quelques individus pour leurs intérêts. Parce que quand vous regardez, c'est aussi les intérêts. Mais bon, le leader aussi, à un moment donné, vous vous interrogez sur la qualité de votre leadership. Je tire les conséquences ou j'avance. Mais dans tous les cas, vous assumez les deux. Mais moi, par rapport à cette affaire-là, je n'ai pas à dire c'est cette solution qui est la meilleure, c'est celle-là qui est la meilleure. Mais il n'y a plus de malaise chez moi. Et les étalons, s'ils viennent avec la coupe, je vais applaudir. S'il rentre au premier tour, il va dire courage à la prochaine CAN. S'il rentre après la CAN, quel que soit le résultat qui va être engagé, on dira bravo en attendant la prochaine. Si on a remporté aussi, on dit bravo et on part encore chercher la prochaine. Le juge Favara, 3 propositions ont été formulées par le juge Bernard Bougma dans cette crise. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'ai déjà donné mon avis là-dessus. J'ai dit, c'est juste une poignée de personnes qui sont en train d'embrigader notre football. Ça ne dépasse pas ça. Maintenant, quand vous avez travaillé à positionner quelqu'un, bon, buvez le calice jusqu'à la lie. Il lui reste quelques mois. Vous n'allez pas encore nous servir cette bouillie-là, juste à quelques mois de la fin. Attendez courageusement et puis allez vous affronter dans les urnes et puis tirer leçon des choix que vous avez faits et que vous avez assumés jusqu'à la fin. C'est de ça qu'il s'agit pour moi aujourd'hui. C'est une guerre de personnes qui sont connues. Et pour moi, ce qui est dommage, c'est que derrière, ce sont des arbitres qui n'ont plus cette compétition-là. Ce sont des entraîneurs qui sont là à regarder leurs joueurs et des présidents de clubs. Et puis même quand vous regardez, vous savez, dedans même il y a beaucoup de choses qui sont risibles. Quand vous dites que Bansé n'a pas été capable d'organiser les championnats, les petites catégories, mais ceux même qui le disent, ils sont combien à avoir des petites catégories alors que c'est une obligation?
Ils sont combien à en avoir? Il faut arrêter. Il faut arrêter. Je crois qu'il y a beaucoup de... si on veut être vrai, on sait ce qui est en train de se passer dedans. Et je pense que s'ils sont courageux, donc aller régler ça dans les unes, ça ne dépassera pas ça. Ils veulent peut-être humilier quelqu'un, ici et maintenant, ou bien... C'est pas pour défendre Bansé, je le dis encore. Bansé, quand vous regardez dans sa gestion, il aurait pu éviter beaucoup de clivages. Mais il aurait eu le dos peut-être assez large. Parce que depuis le début, les gens veulent sa tête. Depuis qu'il a tourné le doigt à cette tête qu'il a fait élire, ils veulent sa tête. Et c'est l'onde de choc qui est en train de continuer jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, lui-même ne porte même plus de gants pour dire, quelquefois à demi-mot, ceux qui pensent être derrière. Mais chaque fois qu'on sera dans une gestion de notre football comme ça, partisan, clivant, où il y a plein d'antagonisme avec des gens qui sont prêts à tout gâter tant que c'est pas eux, ou bien à bloquer la machine pour montrer que ça ne va pas. Ça qu'on ne va pas, ça ne va pas vraiment, ça ne va pas avancer. Ça ne fait pas honneur au football burkinabé de façon intrinsèque. On a reçu ici à demi-mot des présidents de clubs qui ne se reconnaissent pas aussi dans ce qui est en train de se passer aujourd'hui, parce que qui trouvent que c'est vrai, il y a des problèmes, on a posé des problèmes, il y a une partie de solution qui a été trouvée. Est-ce qu'on ne devrait pas reprendre et puis avancer? Parce que si ça continue comme ça, lui se pose la question, est-ce que je vais continuer de payer les joueurs, est-ce que je ne vais pas les libérer? Lui il n'a pas d'arriéré. Mais dit, je les garde, le championnat ne reprend pas, ils sont en train de s'entraîner. Moi, je préfère les libérer. Vous les libérez, ils vont faire quoi? Et c'est ceux-là que les gens vont libérer parce que ça fait longtemps qu'ils n'ont pas, ils ne s'entraînent plus, n'ont plus de match en jambes. C'est ceux-là que vous voulez qu'on sélectionne pour aller à la CAN. Donc, et c'est les mêmes qui vont dire, voyez, encore, on n'a pas pris des nationaux. Vous voyez, c'est le serpent qui se mord la queue. Et pour moi, il n'y a pas de sincérité dans et puis, je me demande qui veut vraiment que... C'est un milieu à assainir, c'est vraiment ce que je pense. D'accord, on termine en 1 minute de réaction pour chacun à travers le sujet. Difficile d'en parler sans évoquer la préparation de nos étalons. Il y a eu la liste d'Hubert Velure qui est sortie, 27 joueurs convoqués. Il y a ces grincements dedans au niveau de la population aussi, par rapport au lieu choisi pour la préparation. On a eu une sélection malienne qui a décidé de rester à Bamako pour se préparer. Comparaison n'est peut-être pas raison. On a une sélection marocaine qui vient à Lomé pour se préparer. Le Burkina qui se retrouve du côté de Dubaï. Qu'est-ce que vous en pensez finalement, juge Boukma? Oui, mais même la sélection ivoirienne qui est restée à San Pedro, qui voulait même sortir, et la FIDA a dit non, on reste, puisqu'on joue chez nous. Bon, parce que les sorties également, pour certains, ça participe de l'acclimatation. Si ce sont des questions d'acclimatation, le choix du Maroc de venir à Lomé paraît plus réaliste, parce que c'est à peu près le même climat, le même type de climat, parce que c'est en même temps des pays côtiers. Donc nous jouons à quelques kilomètres, effectivement, de chez nous. Donc, est-ce qu'on pour ça on a besoin d'aller à Dubaï? Bon, je ne sais pas. Maintenant, cette affaire-là, comme il y a une affaire d'intérêt là-dedans. Sinon, si c'est un choix d'un point de vue par rapport à cette CAN, quand ça ne se joue pas dans un autre type de climat, mais dans un climat on aurait pu choisir un pays côtier pour y aller. Pour aller au Ghana, pour aller au Bénin, ou pour... Bon, on peut le faire. Mais j'ai dit c'est un choix de la Fédé. Moi, peu importe le choix. Moi, ce sont les résultats qui m'intéressent. Donc, mais sur les questions de choix qui controversent, c'est pourquoi j'ai dit, M. Bansé et toute son équipe nous posent problème en termes de vision. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, depuis qu'ils ont été élus, c'est des problèmes à n'en pas finir. Et donc, il y a des choix, effectivement, qui posent problème. Le choix de l'actuel sélectionneur, il a dit quelque chose hier que je n'ai pas compris. Qu'à cette CAN, il va nous faire voir ce qu'on n'a jamais vu. Bon, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on n'a jamais vu à une CAN? À une CAN, on voit des buts, on voit des équipes championnes, on voit des équipes malheureuses. C'est quoi on n'a pas encore vu? On va aller plus ne pas jouer. Il peut parler de la coupe, peut-être. Non, mais ça, c'est pas... Mais comment tu veux dire qu'un pays qui remporte une coupe, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu dans une compétition, président? Ça veut rien dire. Il va nous faire voir du jamais vu. Le jamais vu, là, c'est quoi? S'il dit, je vous ramène la coupe, ça, c'est du jamais vu au Burkina, pour une CAN. Peut-être que c'est dans cet esprit qu'il a parlé. On ne doit pas... J'ai dit la parole du leader, on ne doit pas essayer d'interpréter pour mettre des peut-être, des suppositions. Non. La parole du leader est claire. Ça ne doit pas susciter comme de l'ambiguïté et des interprétations. C'est le leader politique qui parfois est dans le clair-obscur. Et le sport, c'est du concret. Et je vais faire voir ce qu'on n'a jamais vu, ce qu'on a fait quoi. Écoutez, nous, on a déjà joué une finale même là. Ou bien. Donc, c'est quoi qui manque?
Il dit bon, mais lui-même, ses propos ne nous rassurent pas. Le choix du lieu par rapport aux réalités climat ne nous rassure pas. Ils sont dans des bagarres de chiffonniers qui ne nous rassurent pas. Mais maintenant, comme il promet de nous faire voir ce qu'on n'a jamais vu, bon, peut-être que c'est de nous ramener 100 € but marqué qu'on n'a jamais vu. Sinon, moi, je ne vois pas en tout cas. Très rapidement, juge, réaction par rapport à la liste des convoqués, 27 joueurs, et également par rapport au choix de Dubaï qui suscite quand même des controverses. Bon, c'est vrai que c'était mon avant-propos. Non, moi je regarde la question des choix. J'ai dit, la dernière CAN, c'est encore à Dubaï, on allait je pense que c'est là-bas qu'on allait se préparer. Il y a les infrastructures techniques que cela offre. Il y a peut-être l'avantage que vous regardez la plupart des joueurs, ce pas des gens qui évoluent dans notre championnat. Donc, quel est le lieu le plus facile pour les rassembler? Regardez bien, peut-être vous allez voir la polarisation. Et puis, il y a aussi d'autres réalités. Et vous prenez ces pays-là, qu'est-ce qu'ils offrent en termes de rapport qualité-prix? Parce que c'est bien de venir s'entraîner à côté. Si vous n'avez pas de bonnes salles pour pouvoir maintenir nos joueurs là en forme, la plupart des joueurs là, on va se dire on n'a pas le même choix que tout le monde. Il y a beaucoup de banqueteurs parmi. Il faut bien les mettre en forme avant d'aller jouer. Donc il y a beaucoup de réalités que moi peut-être je ne suis pas puriste, que je ne maîtrise pas. Mais voilà, si les joueurs ne s'en plaignent pas et qu'ils pensent que c'est le meilleur schéma pour eux, je ne sais pas pourquoi est-ce que nous allons nous en plaindre. Et puis encore que pour moi le sujet qu'on a abordé tout à l'heure là est assez intéressant pour qu'on comprenne qu'ils doivent être très loin de chez nous là actuellement pour aller se préparer, pour éviter que ce qui est en train d'arriver ici là, ça pourrisse même le groupe. Ils ont intérêt à aller très loin pour ne pas que le verre là aille atteindre ce fruit là, parce qu'il y en a qui sont ici qui espèrent même que ça ne marche pas pour qu'on dise que voilà, la fédération l'a échoué parce qu'ils n'aiment pas notre football. C'est ça la vérité. Le collectif prime tout de même sur l'individuel. Ah ben il y en a qui sont prêts pour ça. Moi j'arrive parce que le verre est dans le fruit. Pour la CAN au Cameroun, on s'est allé entraîner où? Le verre est déjà dans le fruit. C'est pas parce qu'on est à côté. C'est déjà là. C'est déjà là. Donc c'est pas. Ça c'est les gens là maintenant qui vont rentrer dans le fruit. On va vite évoluer avec un dernier tour de table par rapport au dernier sujet. On sera en République démocratique du Congo. Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession, avec autour de lui 18 candidats dans ce pays qui constitue l'un des plus vastes du continent. Quels sont les enjeux selon vous? Je commence par vous, juge Bernard Boukma. Bon, les enjeux, c'est que Tshisekedi s'est affranchi de celui qui l'a fait venir pour s'assumer. L'autre enjeu, c'est de pouvoir se faire réélire dans ces conditions. Parce qu'il a eu un mandat qui avait, à un moment donné, qui a vacillé quand il a débarqué Caméré, qui est l'un des maillons essentiels du jeu politique congolais. Donc, finalement, il était obligé encore de revenir avec Caméré. Parce que Caméré, attention, c'est un autre niveau de leadership sur le plan politique et d'influence. Et ensuite, donc, c'est de pouvoir se faire élire. C'est aussi c'est parce qu'il est dans une posture de se positionner vraiment. Voyez-vous, il a dit à la MONUSCO, nous n'en voulons plus. Et ils sont nombreux sur le continent qui sont d'accord avec lui. Beaucoup d'argent par an. Vous n'arrivez pas à continuer une rébellion, c'est comme les MINUSMA au Mali à un moment donné, c'est compliqué, vous posez des questions. L'autre aspect, c'est aussi qu'il a bandé suffisamment les muscles contre le Rwanda. Justement, il a sérieusement bandé les muscles contre Kigali. Il menace même d'attaquer s'il y a une seule carmouche encore sur le sol congolais, parce qu'il soupçonne, il accuse ouvertement le Rwanda de financer les rebelles. Et donc, il envoie un message fort. Sur le plan politique, ça lui fait gagner en points. Parce qu'il y en a, avec les dérives de certains éléments de la MONUSCO en RDC dans les zones, c'est compliqué. Il y en a qui ne voulaient même plus entendre parler. Et vis-à-vis du Rwanda, il y a des Congolais aussi qui voulaient un message clair à l'endroit du Rwanda, qui grignote les terres, parce que comme c'est un petit pays, avec un président très stratégique qui grignote des terres de la RDC. Et ça... accusé de financer certains rebelles contre le pouvoir de Kinshasa. Et là, il envoie un message clair à Kagame. Et donc, sur le plan politique, ça fait un gain. Maintenant, le scrutin va déterminer tout ça. Parce qu'il y a aussi de gros candidats, de gros calibres, comme Katumbi. Et puis, il y a un nom, Denis Mukwege, qu'on connaît dans le domaine de la gynécologie, qui s'est finalement lancé. Il y a Martin Fayulu aussi. On n'oublie pas, lors de la dernière présidentielle,
ce qui est passé, ce qui est arrivé à Fayulu. Est-ce qu'il aura une revanche? Je ne sais pas. D'accord. On termine avec vous, juge Geoffroy. 19 candidats, parmi lesquels Félix Tshisekedi, candidat sortant, pour sa propre succession. Et ces élections qui se tiennent sous fond de tension avec le voisin rwandais. Quels sont les enjeux? Bon, quand on regarde, c'est vrai que il y a une opposition qui n'est pas parvenue à avoir un candidat unique, mais derrière, pour moi, le challenger premier, c'est Katumbi. Quand on regarde, 4 désistements déjà pour lui, il y a cette réalité. Maintenant, après, ça reste une opposition aussi un peu, comment on appelle ça, polarisée. Donc quand c'est comme ça, ça arrange le président sortant. Et puis c'est un coup KO, n'oubliez pas, c'est un tout. Mais pour moi, le grand enjeu, c'est de pouvoir même organiser des élections qui ne soient pas, comment dire cela, qui ne soient pas contestées. Parce que n'oublions pas que quand on prend le cas on prend ce pays-là, c'est un pays à plus de quoi 2,2 millions de kilomètres carrés, plus de 2 millions de kilomètres carrés, c'est très vaste. Et la question de la logistique est un véritable problème. Ils l'ont posé, l'acheminement en avion, ils l'ont demandé par exemple au président, des éléments qui ont un peu traîné. Quand on voit le nombre de bureaux de vote, plus de 100 000, c'est pas quelque chose qui est petit à gérer. Et encore que tout à l'heure Bernard Bougma disait que il a dit clairement aux missions onusiennes qui sont là, militaires qui n'en avaient pas vraiment besoin. Ah mais non, il s'est contredit puisqu'il allait demander leur aide pour le redéploiement dans le cadre des élections. Donc quand vous dites que vous ne voulez pas quelqu'un à l'est du pays, dans les 3 provinces, et puis vous lui demandez de vous aider dans les élections, c'est qu'il y a aussi une contradiction et il y a un problème. Mais c'est un Tshisekedi qui part très fort, qui va avec toutes ses chances. Fin de cette audience du tribunal de l'actualité. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs. Ici au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.